Définition 6. Une fonction f est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable en tout réel de i, c'est-à-dire que la fonction est dérivable en tout point de i. Donc la dérivation est une notion locale. La fonction qui a tout réel x de i associe un nombre dérivé en x est appelée fonction dérivée de f et est notée f'. F' c'est une fonction dérivée de f, c'est en quelque sorte la dérivée de f. Notation. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. La fonction qui a x associe f' de x définie sur i est notée f' et appelée dérivée première de f. F' de x est la dérivée première de f. Si f' est dérivable sur i, si la dérivée première est dérivable sur i, la fonction dérivée de la dérivée première est appelée dérivée seconde de f et est notée f seconde. La dérivée seconde de f est notée f seconde, c'est-à-dire f avec deux dérivés, f avec deux primes. Si f seconde est dérivable sur i, la fonction dérivée de la dérivée seconde est appelée dérivée troisième de f et est notée f troisième ou f de 3. Si f est n fois dérivable sur i, alors la dérivée nème de f est notée f de n. Dérivée nème de f, f de n. On utilise parfois la notation différentielle f' est égal à d de f sur d de x, que l'on peut aussi rencontrer en sciences physiques sous forme de d de f sur d de t ou d de y sur d de x ou d de x sur d de t, etc. selon les noms donnés aux fonctions ou aux variables. C'est-à-dire que selon les situations données dans l'exercice, la dérivée peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme de d de f sur d de x, ou bien de d de f sur d de t, ou de d de y sur d de x, ou d de x sur d de t, etc., etc. Théorème 7. Soit f une fonction définie est dérivable sur un intervalle i. F est dérivable sur un intervalle i, c'est-à-dire que f est dérivable en chaque point de i en tout réel de i. La fonction f est croissante sur i si et seulement si pour tout x élément de i, f' de x est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, la fonction est croissante lorsque sa dérivée est positive. De la même manière, la fonction f est décroissante sur i si et seulement si pour tout x élément de i, f' de x est inférieur ou égal à 0. Et donc la fonction est décroissante sur i si et seulement si sa dérivée est négative. La fonction f est constante sur i si et seulement si pour tout x élément de i, f' de x égale à 0. C'est-à-dire que lorsque la dérivée s'annule pour tout x élément de i, alors la fonction f est constante sur i. Soit f une fonction définie est dérivable sur un intervalle i contenant un réel a. F est définie et dérivable sur l'intervalle i contenant un réel a. Si f admet un extrémum local en a, alors f' de a égale à 0. L'extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Et donc, au point du maximum ou du minimum, la dérivée de la fonction en ce point est égale à 0. Si f' s'annule en a en changeant de signe, alors f admet un extrémum local en a. Prenons un exemple. Par exemple, si on a une fonction de cette forme qui fait ça, et qui s'annule, vous voyez qu'il s'annule ici. En changeant de signe, ici la fonction est positive, ici la fonction est négative, et s'annule ici. Alors le point qui est là est un extrémum local. Théorème 9. La fonction f est strictement croissante sur un intervalle i si et seulement si f' est strictement positive sur i, sauf éventuellement en des réels isolés où elle s'annule. Ici, nous voyons que f est croissante si et seulement si sa dérivée est positive sur l'intervalle i, sauf
en des réels isolés où elle s'annule, c'est-à-dire que sauf à un nombre fini de points où elle s'annule. Donc, elle est croissante sur l'intervalle. Notez que dans la diapositive précédente, il existe une relation entre la variation de la fonction, soit elle est croissante ou décroissante, et le signe de la dérivée de la fonction sur l'intervalle donné. Donc, il existe une corrélation entre la variation de la fonction et le signe de la dérivée de la fonction sur l'intervalle dans lequel elle est définie et dérivable. Et donc, la fonction f est strictement décroissante sur un intervalle i si et seulement si f' est strictement négative sur i, sauf éventuellement en des réels isolés où elle s'annule. De la même manière, elle est strictement négative si et seulement si sa dérivée de si et seulement si pour tout x élément de i, f' de x est strictement inférieur à 0, sauf éventuellement en des réels isolés où elle s'annule. Dire qu'une fonction s'annule en des réels isolés d'un intervalle i revient à dire que sur tout intervalle fermé borné inclus dans i, la fonction s'annule à un nombre fini de réels. Un nombre fini de réels, c'est un nombre relativement qu'on peut compter. Formulaire sur la dérivation. La fonction. L'application qui a x associe a avec a élément de r a pour dérivée 0 et la dérivée est définie sur r. L'application qui a x associe x à la puissance n avec n éléments de z, tout dépend de n, a pour dérivée n de x à la puissance n moins 1. Maintenant, la définition de la dérivée. Si n est supérieur ou égal à 0, si n égale à 0, on a ça. Si n égale à 1, on a x. Elle est vérifiée. Si n égale à 0, elle est dérivable sur r. La dérivée est définie sur r. Maintenant, si n est négative, par exemple, si n égale à moins 1, on a x à la puissance moins 1 est égal à 1 sur x, on ne peut pas diviser par 0. Et donc, la dérivée va nous donner moins 1 sur x au carré. On ne peut pas diviser par 0. Donc, elle n'est pas dérivable en 0. Mais elle est dérivable en moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Et donc, n de x à la puissance n moins 1 est dérivable sur r si n est supérieur à 0 et dérivable sur moins l'infini 0 ouvert en 0 plus l'infini si n est négative strictement. L'application qui a x associe 1 sur x à la puissance n où n est élément de grand N a pour dérivée moins n divisé par x à la puissance n moins 1 et elle est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert ou 0 plus l'infini ouvert. Comme cas particulier, lorsque le n égale à 1, ici on a 1 sur x a pour dérivée moins 1 sur x au carré et la dérivée est définie sur moins l'infini 0 ouvert ou 0 plus l'infini ouvert dans les deux sens. L'application qui a x associe racine de x, on sait qu'elle est définie sur fermée en 0 plus l'infini ouvert. Mais sa dérivée qui est 1 sur 2 racine de x ne peut pas être définie en 0. Donc elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Pour les fonctions, fonction u et v étant deux fonctions dérivables sur un même intervalle, il faut noter sur un même intervalle i. Somme u plus v a pour dérivée u' plus v', produit par un réel ku où k est élément de r a pour dérivée ku'. Produit de deux fonctions dérivables sur une uv a pour dérivée u' v plus uv'. Inverse 1 sur v avec v ne s'annule pas sur i a pour dérivée moins v' divisé par v au carré. Quotient u divisé par v avec v ne s'annule pas sur i a pour dérivée u'v moins uv' divisé par v au carré. Conséquence. On appelle fonction polynomiale toute fonction f définie par une expression de la forme f de x égale à an x à la puissance n plus an moins 1 x à la puissance n moins 1 plus a1 x plus a0, où les coefficients ai sont des réels. Il découle du formulaire précédent que toute fonction polynomiale est dérivable sur R. Toute fonction polynomiale est dérivable sur R, puisque c'est la somme de fonctions dérivables sur R.
Elle est dérivable sur R, dérivable sur R, dérivable sur R, dérivable sur R. Donc, on a une somme de fonctions dérivables sur R. On appelle fonction polynomiale toute fonction rationnelle, toute fonction définie comme quotient de deux fonctions polynomiales. La fonction rationnelle, c'est une fonction qui est définie comme quotient de deux fonctions polynomiales. Autrement dit, toute fonction rationnelle f est définie par une expression de la forme f de x égale à an x à la puissance n plus an moins 1 x à la puissance n moins 1 plus plus a1x plus a0 divisé par bm x à la puissance n m plus bm moins 1 x à la puissance m moins 1 plus plus b1x plus b0, où les coefficients ai et bi sont des réels. Il découle du formulaire précédent que toute fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définitions. Elle est dérivable sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définitions. Point méthode 1. Dériver méthodiquement une fonction. Les formules à utiliser lors du calcul des dérivées de fonctions dépendent naturellement du type de fonction dont on souhaite déterminer la dérivée. Le type de fonction dont on souhaite déterminer la dérivée. Dès lors, avant tout calcul de dérivée, il est primordial de déterminer le type d'expression de la fonction considérée. Somme, elle peut être une fonction somme, fonction polynomiale, produit inverse, quotient, fonction rationnelle, etc. Une fois cette étape franchie, on peut appliquer la formule correspondant au type d'expression de la fonction. Mais toujours déterminer quel type de fonction on se trouve. Est-ce que c'est une fonction somme, produit, quotient, inverse, polynomiale, etc. Remarque, on notera que la rédaction permettant de justifier la dérivabilité d'une fonction est parfois lourde. Il nous arrive donc de l'alléger, mais il faudra garder à l'esprit qu'il est nécessaire de s'interroger sur la façon dont est construite la fonction à dériver, sur son type d'expression, puisque de cette analyse découlent les formules à utiliser. Les formules à utiliser découlent de l'analyse que nous pouvons faire sur le type d'expression de la fonction. On verra au cours des exemples et des exercices jusqu'où aller dans la transformation de l'écriture de la dérivée en fonction de ce que l'on souhaite. Point méthode 2. Étudier méthodiquement le signe de la dérivée. Les variations d'une fonction pouvant se déduire du signe de la dérivée, je l'ai déjà énoncé. Un calcul de dérivée est généralement suivi d'une étude du signe de cette dernière. Pour étudier le signe d'une expression, on commence par analyser le type d'expression dont on doit déterminer le signe. La démarche est alors algorithmique. Lorsque l'on a une somme de deux nombres positifs, de deux nombres négatifs, on peut conclure. Sinon, il est nécessaire de se ramener en général à étudier le signe d'un produit en factorisant ou d'un quotient en réduisant au même dénominateur, afin d'utiliser les règles de signe usuel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous avons par exemple deux fonctions polynomiales, il est sage de les réduire au même dénominateur et appliquer les règles sur la dérivation. Si nous avons une somme, on peut essayer de trouver un facteur commun et enfin utiliser les règles qui ont été énoncées. On peut par ailleurs être amené à utiliser les propriétés concernant les opérations sur les inégalités, la définition des variations d'une fonction ou le signe d'expression usuel, affine ou de degré 2,
une expression affine, une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme de ax plus b, où a et b sont deux constantes, ne dépendant pas de x. Une fonction est de degré 2 lorsqu'elle s'écrit sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Enfin, on verra dans certains cas qu'il peut être nécessaire d'étudier le signe d'une fonction auxiliaire. On rappelle les résultats suivants. Variation d'une fonction. La fonction f est croissante sur un intervalle ici et seulement si pour tout réel a b de i tel que a strictement inférieur à b, on a f de a est inférieur à f de b. La fonction elle est croissante si et seulement si pour tout réel AB, lorsque nous comparons le AB et lorsque nous appliquons l'image par f, elle conserve le sens de l'inégalité. Une fonction f est strictement croissante sur un intervalle ici et seulement si pour tout réel AB de i tel que a strictement inférieur à b, on a f de a strictement inférieur à f de b. Une fonction f est décroissante sur un intervalle ici et seulement si pour tout réel a b de i tel que a strictement inférieur à b, on a f de a supérieur à f de b. C'est-à-dire que pour tout réel a b de i, l'image par f de ces réels-là font changer le sens de l'inégalité. Lorsque nous calculons l'image de ces fonctions par f, de ces réels par f, elle fait changer le sens de l'inégalité. Et donc, A strictement inférieur à B, on a f de A supérieur à f de B. L'inégalité change de sens. La fonction f est strictement décroissante sur un intervalle ici et seulement si pour tout réel A, B de I, tel que A strictement inférieur à B, on a f de A strictement supérieur à f de B. Opération sur les inégalités. Pour tout réel A, B et C, on a A inférieur à B si et seulement si A plus C est inférieur à B plus C. C'est-à-dire que lorsque nous ajoutons un réel quelconque à chaque membre de l'inégalité, le sens de l'inégalité n'est pas changé. Pour tout réel A, B, C, pour tout réel A, B et C un réel strictement positif, A inférieur à B si et seulement si AC inférieur à BC. C'est-à-dire que lorsque nous prenons un réel positif, strictement, et lorsque nous multiplions chaque membre dans l'inégalité, elle conserve l'inégalité, elle conserve le sens de l'inégalité. Pour tout réel AB et C un réel strictement négatif, A inférieur à B si et seulement si AC supérieur à BC. Lorsque nous multiplions chaque membre de l'inégalité par un réel strictement négatif, elle fait changer le sens de l'inégalité. Pour tout réel A, B, C et D tel que A inférieur à B et C inférieur à D, on a A plus C est inférieur à B plus D. Pour tout réel positif A, B, C et D, tel que A0 est inférieur à A inférieur à B et 0 inférieur à C inférieur à D, on a le produit de AC sera inférieur au produit de BD. Signe d'une expression affine. Le tableau ci-dessous résume le signe de mx plus p, une expression affine, je l'ai déjà dit, en précisant l'orientation de la droite d'équation y égale à mx plus p, ainsi que sa position par rapport à l'axe des abscisses. Le réel x0 désigne moins p sur m. C'est-à-dire que moins p sur m, c'est la valeur qui annule cette équation. Si on remplace moins p sur m, x par moins p sur m, cette équation va donner 0. Et donc, dans le cas général, y égale à mx, elle s'annule en x0. Et donc, lorsque le x est inférieur à x0, on a le signe de moins m. Et lorsque le x est strictement supérieur à x0, on a le signe de m. Cela sera illustré dans les diapositives suivantes. Lorsque le m est positif, elle s'annule à x0. Et donc, pour x strictement inférieur à x0, on a négative. Et x strictement supérieur à x0, on a positive. Ici, c'est le signe de m. Ici, c'est le signe de moins m. Vous remarquerez que le m est positif, la pente est ascendante.
Lorsque le m est strictement négatif, ici on aura plus et ici on aura moins, puisque ici le signe de moins m va nous donner plus et le signe de m va nous donner moins. Et donc lorsque le m est négatif, la pente est descendante. La pente est descendante. Lorsque le signe de m est négatif, la pente est descendante. On descend. Lorsque m est positif, on monte. Signe d'une expression de degré 2. Le tableau ci-dessous résume le signe de ax au carré plus bx plus c en précisant l'orientation de la parabole d'équation y égale à ax au carré plus bx plus c ainsi que sa position par rapport à l'axe des abscisses. Elle va s'annuler en 2 points si possible. Si elle s'annule en 2 points, on aura une valeur de delta. Si elle s'annule en un seul point, une valeur de delta. Si elle ne s'annule pas, une valeur de delta. Le discriminant ainsi que sa position par rapport à l'axe des abscisses. La position de y par rapport à l'axe des abscisses. Le discriminant vaut delta égale à b au carré moins 4ac. Si delta est positif, strictement, alors le trinôme a deux racines réelles distinctes, qui sont x1 égale à moins b moins racine de delta divisé par 2a, x2 égale à moins b plus racine de delta divisé par 2a. Elles s'annulent en 2 points distincts, x1 et x2. x1 et x2 sont des points de l'abscisse sur lequel y, la parabole d'équation y égale à x au carré plus b plus c s'annule. Remarquez que nous avons moins delta, moins racine de delta strictement inférieure à racine de delta. Et donc moins b, moins racine de delta est strictement inférieure à moins b plus racine de delta. Et donc x1 est strictement inférieur à x2. Si delta est égal à 0, alors le trinôme a une unique racine réelle qui est x0 qui est égal à moins b sur 2a. La courbe représentative de la fonction s'annule à x0 qui est égal à moins b sur 2a. Enfin, si le delta est négatif, alors le trinôme n'a pas de racine réelle. C'est-à-dire que la courbe représentative, la parabole au fait ne s'annule pas au fait. Elle ne croise pas l'axe des abscisses. Cas général, y égale à ax au carré plus bx plus c ou delta strictement positif. On a le signe de moins a entre les deux racines. Et à l'extérieur des racines, c'est le signe de a. Lorsque le a est positif et le delta est positif, le signe de moins a, comme le a est positif, ça sera moins à l'intérieur des racines et plus à l'extérieur des racines. Et donc vous voyez comment est-ce qu'il se comporte la parabole. Elle est ici convexe. Elle est convexe. Elle regarde vers le haut. Elle est convexe. Elle regarde vers le haut. Lorsque le a est négatif avec le delta est positif, puisqu'on a le signe de moins a entre les racines, ici on aura plus. Et à l'extérieur des racines, on a le signe de a, donc moins. Remarquez que la fonction, elle est concave, elle ressemble à une cave, elle est tournée vers le bas. Cas général, y égale à x au carré plus bx plus c, où delta est égal à 0. Elle s'annule en x0, et donc à l'extérieur de x0, on a le signe de a. Nous verrons comme avec a positif, delta égale à 0, elle s'annule en x0. À l'extérieur de a, on a le signe, à l'extérieur de x0, on a le signe de a. A étant positif, donc on a plus. Et la fonction, elle est convexe, s'annule en un seul point. Elle est tournée vers le haut. Lorsque le a est négatif, avec le delta positif, on sait qu'elle s'annule en x0. Donc à l'extérieur de x0, c'est le signe de a. A est négatif, c'est moins. Et donc, elle est tournée vers le bas. Elle est concave. Cas général, y égale à x au carré plus bx plus c où delta est négative. Elle est définie entre moins l'infini plus l'infini. Et entre moins l'infini plus l'infini, elle est du signe de a. Et donc, lorsque le a est positif et delta négatif, on a plus le signe de a. Et donc, elle est tournée vers le haut. Elle ne touche pas l'axe des abscisses.
elle est convexe mais ne touche pas l'axe des abscisses. Lorsque le A est négatif et le delta négatif, on a entre moins l'infini plus l'infini, on a moins, puisque le A est négatif, c'est le signe de A moins. Elle est concave, elle est tournée vers le bas et elle ne touche pas l'axe des abscisses. Composé de fonctions. Objectif. La notion de composé de fonctions n'a pas été abordée précédemment. Il ne s'agit donc pas ici de faire des rappels d'une notion déjà rencontrée, mais simplement de l'élaborer sans formaliser, car elle sera utilisée par la suite lors du calcul de limites ou de dérivées de fonctions. Idée. Prenons comme exemple la fonction f définie sur R par f de x égale à la racine de x au carré plus 1. La fonction f n'est pas une fonction usuelle. Pour la décomposer à l'aide de fonctions usuelles, les fonctions usuelles, ce sont les fonctions racines de x, 1 sur x, u divisé par v, etc., etc. Il apparaît que l'on applique dans un premier temps la fonction polynomiale u qui a x associé x au carré plus 1. Puis, dans un deuxième temps, la fonction racine carrée v qui a x associé racine de x. Ainsi, la fonction f s'obtient comme l'enchaînement des fonctions u et comme l'enchaînement des fonctions v et u. La fonction f s'obtient comme l'enchaînement des fonctions v et u. On dit que f est la composée de u suivi de v. F est la composée de u suivi de v, ou que f est la composée de u par v. C'est-à-dire quoi? On cherche d'abord x au carré, c'est-à-dire à x, on associe par u x au carré plus 1. Et par v, on va associer la racine de tout ce qu'on a trouvé précédemment, racine de x au carré plus 1, qui donne racine de x au carré plus 1. C'est-à-dire quoi? Qui à x, on associe u de x. Et à u de x par v, on va associer racine de u de x. Alors que nous savons que u de x, c'est quoi? X au carré plus 1. Et donc racine de u de x, c'est racine de x au carré plus 1. Lorsque l'on enchaîne une fonction u suivie d'une fonction v, on définit une fonction f appelée composée de u par v. La fonction f ainsi définie est notée v rond u. On lit v rond u. Dire que f est égal à v rond u signifie donc que pour tout x de l'ensemble des définitions de f, on a f de x égale à v de u de x. C'est-à-dire quoi? Quand on va appliquer à x, quand on va appliquer à fx, on aura v rond u appliqué à x. Et v rond u appliqué à x, c'est v de u de x. Soit u une fonction définie sur un intervalle i et v une fonction définie sur un intervalle j tel que u de i est inclus dans j. Remarquez que u est défini sur i et v est défini sur j. Pourquoi? U est défini sur u, donc on peut faire u de i parce que u est défini sur i. Maintenant, pour pouvoir appliquer le v à tout ça, il faut que u de i soit inclus dans grand J pour pouvoir appliquer le v à u de i. Parce que le v doit être forcément défini sur j. La situation peut être résumée par le schéma suivant. Vous avez quoi? On sait que f de x égale à racine de x au carré plus 1. Pour arriver à ça, on va d'abord par x, on va trouver u de x. U de x égale à quoi? X au carré plus 1. Et on va appliquer v. Et on va appliquer v
pour tomber sur f de x qui est, pour tomber v de u de x qui est égal à la racine de x au carré plus 1 qui est égal à f de x. Et le schéma de ça à ça, u, v, qui nous donne f est égal à quoi? V rond u. C'est-à-dire qu'on commence l'opération sur v et sur u et on l'achève sur v. On commence l'opération sur u et on l'achève sur v afin de pouvoir avoir f. Merci pour l'attention que vous avez accordée à ce cours sur généralité sur les fonctions et à la prochaine pour des séries d'exercices sur les fonctions. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.